Ravi de vous retrouver, bienvenue sur la chaîne Géopolitique. On va donc évaluer aujourd'hui les chances que ce cessez-le-feu tienne ou pas dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, peut-être même dans les prochaines années. Et justement, on verra s'il faut être optimiste ou plutôt pessimiste. C'est donc tout l'objet de cette vidéo. Donc bienvenue dans cette vidéo donc consacrée à ce cessez-le-feu qui a été annoncé tard dans la nuit de jeudi et qui est entré en vigueur dans les premières heures de la journée de vendredi. Donc après 12 jours pour être plus exact, 11 jours de combat entre les groupes armés gazaouis menés par d'un côté la branche armée du Hamas, les brigades des martyrs d'Al-Aqsa et le djihad islamique d'un côté et l'armée israélienne de l'autre. Donc un cessez-le-feu a été décrété, ou plutôt a été annoncé, car en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est c'est un cessez-le-feu inconditionnel qui a été annoncé. Ça veut dire qu'en clair, en fait, pas de conditions n'ont été attachées à ce cessez-le-feu. En clair, du côté israélien, on ne réclame pas le rapatriement du corps du soldat israélien qui avait été capturé en 2014 et qui avait été en fait tué par l'armée israélienne sur le territoire gazaoui et dont le corps est donc toujours détenu par le groupe armé gazaoui. Et également du côté gazaoui, on n'a pas émis aucune condition sur par exemple le statut de l'esplanade des mosquées. Donc en fait, les deux parties voulaient tout simplement arrêter les combats qui devenaient de plus en plus sanglants et meurtriers, notamment évidemment du côté gazaoui, avec un bilan quand même, il faut le dire, très très lourd. Plus de 200 combattants ont été tués, une soixantaine d'enfants ont été également tués, il y a eu 1500 frappes de l'armée israélienne. Le système, la ville est dans un état en bord d'une situation humanitaire catastrophique, puisqu'il n'y a plus d'électricité, 4000 appartements, à peu près 4000 foyers ont été détruits. Donc ensuite vous avez le système de l'eau. Donc il n'y a actuellement plus d'eau potable à Gaza. L'aide humanitaire donc a été interrompue par Israël durant tous les 11 jours de la guerre. Alors certes, ils ont repris justement dans la journée de vendredi, quelques heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, mais dès dimanche, Israël a de nouveau bloqué l'accès de l'aide humanitaire à Gaza. Alors certes, ils ont repris aujourd'hui, mais on voit très très bien que que l'aide humanitaire ne transite qu'aux agréments de l'État hébreu. Et en fait, ceci n'est pas une situation, si vous voulez, d'un point de vue humanitaire tenable, car les besoins sont immenses. On parle d'un territoire de 2 millions d'habitants, complètement, en partie détruit, dont les infrastructures sont en partie détruites. Et donc, si vous voulez, cette aide humanitaire est plus que vitale à l'heure où on parle. Et donc, c'est bien pour ça qu'en fait, les Nations Unies, qui sont chargées de faire transiter de façon quotidienne l'aide humanitaire, et pour laquelle de nombreux Gazaouis dépendent, donc a décidé désormais de faire passer l'aide humanitaire non pas par le territoire israélien, mais par le territoire égyptien, par le terminal, en fait, le point de passage de Rafah. Et donc c'est une façon en fait de contourner, en fait, si vous voulez, l'imprévisibilité des autorités israéliennes qui à tout moment peuvent arrêter l'acheminement de cette aide humanitaire. Et donc là, si vous voulez, c'est déjà un premier point à souligner, c'est que en fait, si l'aide humanitaire ne parvient pas, si l'électricité n'est pas rétablie, si le système de retraitement de l'eau n'est pas rétabli, à coup sûr, on peut parier que justement les hostilités vont reprendre très prochainement dans la bande de Gaza, car justement aussi une des motifs de la population d'entrer en guerre, ce sont la détérioration de la situation humanitaire. Beaucoup de choses, les choses sont peut-être pas assez dites dans les médias, mais en fait Gaza est sur le point d'être déclaré par les Nations Unies comme un territoire entre guillemets non vivable. C'est-à-dire que tout simplement, il n'est plus possible de vivre à Gaza du fait que justement, on est dans un endroit où il n'y a plus d'eau potable, où il n'y a plus d'électricité, où il n'y a plus assez de nourriture pour nourrir toute la population.
Et donc, évidemment, ceci ressemble fort à une situation intenable, et donc évidemment, ceci est propice pour une reprise des combats. D'autant plus qu'en fait, hein, le Hamas sent qu'il a gagné cette guerre. On a vu des parades militaires dans les rues de Gaza, hein, ce samedi, ce qui est, à ma connaissance, ce qui est une première. Hein, même en 2014, après 2014, il n'y avait pas eu de parade. Là, il y a eu une parade militaire pour célébrer justement cette victoire face à l'armée israélienne. D'ailleurs, quelques heures après le cessez-le-feu, l'heure était aux célébrations à Gaza pour marquer la victoire, selon eux, contre l'État hébreu. Hein. C'est dire que du côté gazaoui, on est persuadé d'avoir gagné cette guerre. Et d'autant plus qu'on est persuadé d'avoir gagné cette guerre, qu'on sent justement qu'à tout moment, on est prêt à la reprendre justement pour montrer encore un peu plus sa détermination militaire. Car en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Hamas a sans doute encore de très nombreuses réserves de roquettes et autres missiles, voire même missiles téléguidés. Et donc, à partir de là, on peut penser que justement, le Hamas pourrait justement les utiliser prochainement, puisqu'en fait, du côté aussi israélien, on sent bien que justement, même si justement aussi on admet qu'il y a eu victoire, on admet à demi-mot que justement il ne s'agit pas non plus d'une victoire entière et que le travail n'a pas été terminé. Preuve en est, c'est que le ministre de la Défense, hein, Benny Gantz, affirme lui que justement il a reconnu l'échec de ne pas avoir éliminé durant cette opération Mohamed Def, hein, le chef de la branche militaire du Hamas, la brigade des martyrs d'Al-Aqsa, et on sent très très bien hein, que justement sans doute du côté israélien on a été contraint de signer ce cessez-le-feu sous la pression des États-Unis, et que donc le travail n'a pas été achevé, qu'ils auraient préféré évidemment que cette guerre dure plus longtemps pour pouvoir atteindre tous leurs objectifs. Et justement, on voit très très bien qu'ils veulent mener à bien tous leurs objectifs. Et donc, évidemment, ceci pourrait justement, si vous voulez, réembraser la région, enfin, pousser de nouveau à un conflit. Et donc, on voit très très bien du côté israélien qu'il y a on fait face à des déclarations absolument incendiaires. Hein. Le ministre de l'économie et des finances, Monsieur Katz, a fait des déclarations un peu plus incendiaires en disant qu'il souhaitait la décapitation de la tête du Hamas, hein, aussi bien d'ailleurs sans même prendre le soin de faire la distinction entre la branche militaire et la branche politique, puisqu'il a cité par exemple Yahya Sinwar comme une des cibles de l'État hébreu, alors que Yahya Sinwar est le chef de la branche politique du Hamas, justement qui a été ciblé pendant l'opération et qui est apparu publiquement samedi lors de la parade militaire. Donc voilà, on voit très très bien que du côté israélien, tous les objectifs n'ont pas été atteints, et donc peut-être qu'il faudra une autre campagne militaire pour arriver à en découdre. Alors justement, une autre question hein, qu'on peut poser pour savoir si ce cessez-le-feu va être durable, en étudiant la situation de deux pays, à savoir la République islamique d'Iran et l'Égypte, pour justement comprendre si ce cessez-le-feu est durable. Hein, car on sait très très bien hein, qu'un des parrains du Hamas, hein, seulement un et pas le seul, est la République islamique d'Iran. Alors bon, je sais que les médias hein, beaucoup justement insistent sur le rôle de l'Iran dans l'armement du Hamas. Il y a aussi d'autres pays, il faut savoir, hein, qui participent justement à l'armement du Hamas, etc. Il n'y a pas que l'Iran, et donc on sait très très bien que par exemple chaque mois il y a un accord avec le gouvernement israélien, un émissaire qatari vient chaque mois à Gaza, et on sait que officiellement cet argent est destiné à payer les fonctionnaires du régime gazaoui. Et donc, mais on sait qu'il est tout à fait possible, on n'en a pas de preuves, hein, mais il est tout à fait possible que une partie de cet argent soit détournée pour financer justement les opérations militaires dans la bande de Gaza et payer justement les combattants de la brigade des martyrs d'Al-Aqsa ou du djihad islamique. Également, d'autres acteurs peuvent être impliqués, d'autant plus qu'en fait le Hamas, on a appris hein, par justement
par le site d'information Reuters, par l'agence de presse Reuters, qu'elle justement elle détient des participations dans beaucoup de compagnies dans un certain nombre de pays, et que justement ceci est une manne financière pour le Hamas. Par ailleurs, on sait que l'Iran hier, il faut savoir que, pour faire une petite parenthèse, donc l'accord qui avait été signé entre l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et la République islamique d'Iran a pris fin hier, cet accord pour la surveillance des sites nucléaires. Alors justement, depuis le 22 février, l'agence de l'énergie atomique n'a plus accès physiquement aux sites nucléaires, mais a accès seulement peut surveiller par le biais des images, mais ceci n'est plus possible depuis. Alors pourquoi je parle en fait de cet accord? C'est parce qu'en fait, donc, comme l'Iran aujourd'hui, on voit bien, n'arrive toujours pas à là où on parle fin mai à trouver un accord avec les États-Unis pour la fin des sanctions qui ont été mises en place par l'administration Trump, et tout ceci évidemment est aussi de nature à raviver un possible conflit entre Israël et la bande de Gaza. En effet, la République islamique d'Iran utilise les groupes armés gazaouis comme un levier évidemment à ses propres fins, et donc évidemment l'absence d'accord entre les États-Unis et l'Iran et la levée des sanctions contre l'Iran peut être aussi un motif, un levier pour une reprise des combats à Gaza. Et un autre acteur aussi qui peut jouer un levier sur les groupes armés gazaouis, c'est l'Égypte, puisque d'ailleurs l'accord de cessez-le-feu a été négocié par l'Égypte, preuve que d'ailleurs l'Égypte actuelle du maréchal al-Sisi semble avoir retrouvé une influence qu'elle avait perdue, puisque d'habitude, par exemple, si on se rappelle de l'accord de cessez-le-feu de 2014, elle avait été conclue sous la médiation qatari, puisqu'en fait le Qatar, c'est l'un, comme on l'a dit il y a un instant avec le financement qatari du régime gazaoui, c'est l'un des seuls pays avec peut-être l'Iran qui est capable d'avoir une influence sur le Hamas. Or, il semblerait qu'également l'Égypte maintenant ait de plus en plus une influence sur le Hamas du fait que justement le territoire égyptien, désormais les autorités égyptiennes semblent de plus en plus souples justement dans le transit de biens, d'argent à destination de la bande de Gaza via le point de passage de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza. Et donc, évidemment, peut-être justement l'amélioration évidemment des relations entre l'Égypte et la Turquie d'un côté et l'Égypte et le Qatar de l'autre n'y sont pas pour rien dans cette amélioration des relations avec le Hamas. Et donc on sait qu'il y a de plus en plus, l'Égypte permet que les armes transitent de plus en plus via le point de passage de Rafah. Et justement, si l'Égypte assouplit sa position vis-à-vis du Hamas, cela va permettre au Hamas de se réarmer d'autant plus facilement que évidemment ceci permettra évidemment au Hamas de pouvoir mener peut-être rapidement une nouvelle guerre contre Israël. Et justement, peut-être le but du Hamas est de reprendre assez rapidement en fait une guerre contre Israël, justement si vous voulez, en surfant, si vous voulez, sur la popularité qu'elle a engrangée durant cette guerre. Alors, ironiquement, des élections devaient être tenues ce samedi dans les territoires palestiniens, des élections législatives. Je rappelle qu'elles ont été annulées justement il y a un peu plus d'un mois par le président Mahmoud Abbas, et finalement ces élections se sont terminées en guerre, l'absence de ces élections. Et donc, désormais, en l'absence de choix démocratiques offerts au peuple palestinien, c'est peut-être, en fait, on voit bien les armes qui vont parler au lieu des urnes. Et donc, très clairement, aujourd'hui, on est sans doute à la veille beaucoup plus proche qu'on le croit d'une reprise en fait des combats, car on voit très très bien qu'il y a une constellation de facteurs, que ce soit l'amélioration des relations entre le Hamas et l'Égypte, le fait qu'on voit bien qu'il n'y a toujours pas d'accord sur le nucléaire iranien, le fait que la situation humanitaire se dégrade à Gaza, mais également
la situation de désespoir en Cisjordanie, la situation de désespoir également, j'ai pas mentionné, au Liban. On avait parlé mercredi de 4e front. Alors pour l'instant, ceci ne s'est pas cristallisé, mais tout de même, Israël également n'est pas à l'abri d'une guerre contre le Hezbollah, tant la situation humanitaire, financière, sociale se dégrade un peu partout au Moyen-Orient. Et donc tout ceci est en faveur d'une reprise des hostilités. Et un dernier facteur que je n'ai pas mentionné, c'est l'instabilité politique en Israël, qui là aussi joue aussi en faveur d'une guerre. Peut-être également, certains disent que le Premier ministre Netanyahou cyniquement a utilisé en fait ses déboires politiques pour mener cette guerre, pour essayer de se refaire, pour essayer de bloquer la formation d'une coalition par son opposant Yair Lapid. En fait, et ça aussi, l'incapacité du gouvernement israélien à former une coalition est aussi de nature en fait à une reprise des hostilités trop prochainement. Donc on voit, il y a beaucoup actuellement de facteurs qui penchent plutôt pour une reprise des hostilités très prochainement et peu de facteurs des hostilités qui penchent en faveur d'un statu quo, en tout cas dans les prochains mois ou des prochaines années. Et donc, on peut parier que cette trêve, cette cessez-le-feu, n'est sans doute pas une trêve, ça c'était un lapsus révélateur, et donc que désormais ce cessez-le-feu risque de se compter en nombre de jours.